Donc je vais clôturer avec ma petite conférence, la séance. Donc j'ai pas de PowerPoint, j'ai juste une image. C'est une image de 4 barres, qui est une île au Vietnam. Donc tout ce qui a été dit, voilà, ça attise vraiment chez moi aussi beaucoup de réflexion. Donc ma conférence s'appelle « Se retrouver dans la complexité d'un héritage historique, familial et colonial ». Donc elle s'inscrit dans mes travaux de recherche et mes réflexions sur les questions notamment de discrimination et de racisme systémique. Parce que, comme le disait un peu Thuy et le dit aussi Julie, on parlait de refus ou de colère aussi. Il y a une manière de... Qu'est-ce qu'on veut montrer aussi par la recherche? C'est-à-dire, on investit d'une certaine manière une rage, une colère. On veut dire quelque chose, comment on le fait? Je pense que les questions que moi je me suis posées il y a plus de 17 ans, je pense, se rejoignent avec celles de Julie aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire non plus? Donc ça fait à peu près 17 ans que je travaille sur la construction de personnes descendantes de migrants vietnamiens et vietnamiennes dans une approche psychosociale clinique. Donc, je suis sociologue clinicienne et quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai publié un livre qui s'appelle « Troubles dans l'interculturalité ». Les descendants de migrants vietnamiens et vietnamiennes intéressaient peu la recherche, notamment à cause de, comme vous le savez, l'image de populations migrantes bien insérées, travailleuses, silencieuses, perçues comme ne dérangeant pas la société d'accueil, comme on dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et notamment en France, parce que j'ai fait ma thèse en France, cette population a bénéficié d'une exception d'insertion dans les années 70. Je pourrais y revenir. Donc, ça a été perçu dans les médias comme la population à accueillir et on n'imaginait pas qu'elle pouvait vivre de la discrimination ou des problématiques, des obstacles à l'insertion. Donc en France, où j'ai fait mes études, donc soutenu ma thèse, bien qu'ayant réalisé une part de mon terrain avec des descendants de migrants vietnamiens et vietnamiennes au Québec, les populations de descendants que l'on stigmatisait et discriminait davantage, et encore aujourd'hui, sont les descendants de migrants des colonisations au Maghreb, qui représentent une forte population en France, ancien empire colonisateur de ces territoires d'Afrique du Nord. Alors j'évoque ces communautés pour montrer, dans ce que je vais dire par la suite, que d'une part, la stigmatisation d'une population spécifique est un levier pour déplacer les responsabilités politiques des dysfonctionnements sociaux et systémiques. Car toutes les populations racisées d'anciennes colonies vivent et vivront du racisme, du moins à moyen terme, lorsque l'on voit le contexte actuel et son nouveau visage du fascisme, notamment aux États-Unis. Et que ces populations soient perçues comme bien insérées ou non. On l'a vu avec la pandémie de la Covid-19, où les personnes des communautés asiatiques, sinisées, sont devenues les boucs émissaires des problèmes sociaux et de santé, à travers certains discours dans le débat public et politique. Alors d'autre part, il s'agit aussi, pour moi, de montrer que le vécu des souffrances identitaires dues au racisme, dans la construction de soi durant l'enfance, lorsque les parents sont aussi racisés, a des implications dans les parcours, les investissements, les sublimations des personnes descendantes de migrants, comme on le voit aujourd'hui. Donc il s'agit aussi, enfin, d'amener à réfléchir l'expérience située, comme on l'a vu, qui, bien qu'elle soit nécessaire, constructive et créatrice, peut elle aussi dériver vers l'oubli de celle de l'autre. Donc je disais donc que les communautés de descendants issus du Maghreb étaient et sont toujours stigmatisées en France. En effet, l'islamophobie, renforcée par le terrorisme et la radicalisation sur les sols occidentaux, et les guerres au Moyen-Orient ont continué à nuire à cette population et à, d'une certaine manière, justifier, dans un contexte actuel décomplexé, le racisme envers ces populations. Alors,
Alors qu'on ne s'intéressait pas aux descendants de migrants des colonies, c'est Sayad Abdelmalek qui, dans les années 70, a commencé à se pencher sur les questions identitaires des descendants de migrants, montrant ainsi la complexité de l'héritage migratoire, du sentiment d'exclusion, alors que ces populations étaient nées et socialisées en France. Donc j'ai utilisé ces réflexions, et c'est pour ça que je parle des populations issues du Maghreb. J'ai utilisé ces réflexions, entre autres, pour réfléchir aux personnes descendantes de migrants vietnamiens et vietnamiennes, car il n'existait pas de travaux sur cette population à l'époque en France. Aujourd'hui, j'entends souvent le fait, et davantage sûrement dans les milieux militants, que le racisme, par exemple anti-noir, n'est pas comparable au racisme anti-asiatique. Alors c'est vrai, car leur contexte socio-historique en lien à l'histoire de la colonisation et de l'esclavage par les empires diffère, on le sait, avec l'histoire. Et d'une manière, c'est faux, d'une certaine manière, car les mécanismes qui s'opèrent par les mêmes sources de différenciation des corps et des modes d'exclusion et de chosification, pour reprendre Césaire, est similaire et se nomme la racialisation. Donc le corps est en effet une empreinte de l'histoire et des croyances, et le corps racisé est depuis la structuration des administrations coloniales au Vietnam et en Afrique, par exemple, au XIXe siècle et au XXe siècle, un danger de dilution du pouvoir à travers le mélange des populations. Éviter les enfants de couples mixtes est un moyen, par exemple, de protéger le pouvoir de la blanchité. Donc je pourrais revenir sur ce terme, qui est une catégorie sociale, mais je ne vais pas le faire maintenant. Donc cette peur de perdre le pouvoir de l'administration coloniale est une dynamique complexe, car le corps racisé articule aussi pour la blanchité des problématiques médicales, de domination, de partage de pouvoir. Le corps donc doit être montré comme différent pour éviter cette dilution. Je ne rentrerai pas non plus dans cette explication, dans une explication plus détaillée, que je pourrais le faire par la suite. C'est donc ce corps qui relie les personnes racisées. Et c'est ce corps dont je vais parler en expliquant comment il m'a conduit dans ma trajectoire personnelle et ma posture clinique. Donc je suis sociologue clinicienne. L'approche clinique met au centre de ses réflexions les rapports d'intersubjectivité, et la sociologie prend en considération les contextes socio-historiques, les déterminations sociales, c'est-à-dire la normativité. Mon approche articule donc les processus socio-psychiques pour comprendre les expériences du sujet et met au centre des réflexions donc l'implication, c'est-à-dire le rapport à l'objet, le positionnement, les investissements, les modes de sublimation de la chercheure que je suis en lien à son objet. En l'occurrence, mon objet, la construction de soi et le racisme systémique des personnes descendantes de migrants vietnamiennes qu'elles vivent. Donc je vais partir d'un souvenir d'enfance que j'ai déjà raconté lors d'une communication précédente il y a quelques années. Donc voilà. Le souvenir qui me vient, donc c'est deux souvenirs qui sont reliés, mais qui dans mon analyse n'en font qu'un. Donc j'ai 5 ans, à travers les yeux d'une enfant, donc moi, je vois une cour bétonnée, mais aussi ombragée par des platanes. Je regarde une petite fille courir et me sourire, Muriel. Elle a les cheveux roux, longs, jusqu'au bas du dos, avec une grosse barrette qui retient ses mèches de devant vers l'arrière de son crâne. Je me coifferai comme ça, à l'âge adulte, étrangement à chaque fois en pensant à elle. Elle me sourit. Je sais qu'elle m'aime bien, je crois que c'est ma première amie. Je vois aussi une autre personne, un petit garçon, Jérôme. Je le trouve gentil pour un garçon, je suis étonnée. Il est blond et son visage est tout rond. Je le trouve petit à côté de Muriel. Nous courons ensemble d'un platane à l'autre. Ce sont mes amis et j'ai hâte de les retrouver quand j'arrive à la maternelle. Un autre souvenir me vient. J'ai toujours 5 ans. Il n'y a plus de platanes, plus ces arbres parisiens qui laissaient à l'automne quantité de feuilles sur le chemin du retour vers la maison. Feuilles que j'aimais ramasser pour en faire un bouquet. J'ai déménagé. Je vis à la campagne. Ici, l'école est un bâtiment moderne. Il y a de grandes baies vitrées, mais on est dehors, nous, les enfants. Plusieurs d'entre eux se rangent adossés à cette baie vitrée. On est en plein soleil. C'est l'été.
Moi aussi, je vais m'y adosser comme les autres. Et là, j'entends. Non, pas toi, la chinoise. Un garçon semble avoir autorité sur le groupe d'enfants. Il me repousse. Tout le monde me regarde, se tait. Je me sens sale, j'ai honte, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois qu'on me dit que je suis chinoise. Je pleurerai pendant 4 mois pour aller à l'école, me raconte ma mère, il y a seulement quelques années. Ce souvenir m'habite depuis toujours. Il est le premier d'une forme d'exclusion que j'ai continué à vivre par la suite dans ma scolarité. Ce souvenir me fait penser à celui que partage James Baldwin quand il raconte que c'est à 6 ans qu'il s'est aperçu qu'il était noir. Un autre souvenir, cette fois, mais qui concerne ma grand-mère, Banoï. J'ai 18 ans. Ma grand-mère paternelle, Banoï, est à l'hôpital. Elle va mourir en France, loin de son pays. Elle ne parle pas français. Je sors alors de mon cours universitaire et je décide de passer à l'hôpital. Je sais que mon père doit s'y rendre également. J'arrive la première. La porte de la chambre de ma grand-mère est grande ouverte. Je la regarde sur son lit, elle est inconsciente. Une infirmière vient et injecte une substance dans son goutte à goutte et sort sans même me regarder. Peu de temps après, ma grand-mère est agitée. Je m'affole et je cours dans le couloir chercher quelqu'un. Je tombe sur une interne, donc une résidente au Québec, très gentille, qui vient vers moi avec moi dans la chambre. Elle se met à parler fort à ma grand-mère en l'appelant « Madame Tran, Madame Tran ». Ma grand-mère parle en vietnamien et je me sens démunie, coupable, car je ne parle pas le vietnamien pour traduire ce qu'elle dit. Mon père arrive à ce moment-là, questionne Banoï en vietnamien, mais ma grand-mère ne parlera plus. L'interne sort et interpelle un confrère en le questionnant sur une intervention possible pour la réanimer. Je le vois faire un bof, comme si cela ne valait pas la peine. Peut-être que mon imagination trahit ce moment, que j'ai vécu comme symbolique d'une part de mon identité, de mon impuissance, de la tristesse de voir Banoï mourir loin de sa terre, de comment elle fut traitée et de comment nous avons été traités. Mais j'ai voulu comprendre le mal-être qui a habité une longue partie de ma jeunesse. Ce dernier souvenir est aussi celui où j'entre dans la vie d'adulte. Il me marque et je ne comprends pas. Mais peu à peu, mon parcours se dessine. Alors quel lien ont ces souvenirs avec ma vie actuelle ? Florence Juste des Prairies, psychologue sociale clinicienne, ma directrice de thèse, désignera cette expérience par le terme « événement ». Elle dira avec Lévy « Les événements constituent des moments de rupture, ouvrant brusquement une fenêtre sur le non-visible, déchirant le rideau des certitudes et des conventions, formelles ou tacites. Ils peuvent constituer une irruption dans le présent, de ce qui du passé se tenait refoulé, dénié ou réprimé derrière une stabilité ou une régularité apparente. En effet, cet événement fait remonter une réalité sociétale et sociale. La différence de traitement des personnes racisées, la honte, l'institution non juste, même s'il s'agit d'un ressenti où la rationalité ne prend pas place. En cela, il est difficile de prouver ce ressenti comme une réelle expérience. À l'époque, je fais des études de biologie. Je cherche une certaine rationalité, car elle pourrait m'aider à comprendre le monde. Mais je comprends que l'appréhender par le fonctionnement biologique ne répond pas à ce que je cherche. Je me dirige alors vers le journalisme et la géopolitique. Donc, je fais 5 années après à l'université pour comprendre l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge. Je fais un premier exposé devant le célèbre géographe Yves Lacoste, qui a notamment participé à la guerre au Vietnam, Indochine. Je fais mon exposé et je parle d'inconscient collectif et l'ensemble de la classe à domination masculine rigole. Un autre événement qui remet en cause mon parcours. Et je parlais des relations Cambodge-Vietnam. Et c'est en lisant donc les travaux de Florence Juste des Prairies sur l'imaginaire collectif et de Vincent Koljak en sociologie clinique sur l'histoire en héritage et
l'accès à l'outil roman familial et trajectoire sociale, qui naît dans les années 80, justement avec des récits en groupe, analysés par le groupe en communauté, que je comprends qu'il y a une voie scientifique quelque part pour explorer mes émotions, mes souvenirs, mon parcours. Alors je ne vais pas revenir sur les complexités épistémologiques de cette approche psychosociale clinique, sur laquelle j'ai écrit à plusieurs reprises, mais je voudrais souligner à travers Ricoeur que la souffrance vécue ou héritée n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire, ressentie comme une atteinte à l'intégrité de soi. D'où l'importance pour moi de travailler avec le récit de soi sous différentes formes, dans mes recherches, à une construction d'un savoir situé avec les participants et participantes à mes recherches. Une co-construction à laquelle je m'attache pour comprendre le sens que le sujet donne à ses souffrances psychiques, lesquelles sont aussi induites par des conditions sociales. Ainsi, la posture clinique doit être à l'écoute de ce sujet souffrant. Foucault en désigne d'ailleurs les visées car pour lui, l'expérience clinique s'identifie à une belle sensibilité. C'est un regard de la sensibilité concrète, un regard qui va de corps à corps et donc tout le trajet se situe dans l'espace de la manifestation sensible. Pour terminer, je dirais, comme je le soulignais au début de cette communication, que l'expérience située, qui bien qu'elle soit nécessaire, constructive et créatrice, peut elle aussi dériver vers l'oubli de celle de l'autre. En d'autres termes, l'analyse de cette implication, de cette expérience située, passe par l'analyse du transfert également, c'est-à-dire des éléments inconscients en réaction que l'on va transférer sur la personne, qui va s'opérer entre le ou la chercheur ou la personne participante. Donc ces éléments peuvent aussi devenir des obstacles à l'analyse des données extérieures à soi, transférées dans une interprétation de l'autre. Ils deviennent le reflet des propres désirs, névroses, amertume, ambition du ou de la chercheur. Donc c'est vrai qu'il y a des vraies questions à se poser. Je pense comme le disait aussi Rémi, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait d'un récit? Est-ce qu'on l'écoute juste et on le redonne de manière brute ou pas? Or, il ne s'agit pas d'opposer le narcissisme à la croyance dans l'atteinte de la neutralité qui demeure dans la construction eurocentrée, synonyme d'une démarche scientifique. Donc c'est en effet une complexité, comme le soulignait Joly, entre cet aspect narcissique de soi-même, dans l'idée de qu'est-ce que je fais de cette rage, de cette colère, et l'idée de essayer de rendre quelque chose qui ne soit pas que soi, mais qui soit aussi de l'autre. Donc ce transfert doit au contraire être analysé et pris en compte dans l'analyse même de données, dans un mode réflexif pour devenir un réel outil décolonial. En d'autres termes, faire de la science sans se poser la question de cette implication et de ce transfert est contradictoire avec l'idée même de l'écoute de l'autre et de l'avancement d'une science décolonisée. En d'autres termes, l'expérience située dans une visée scientifique articulée à cette perspective décoloniale doit pouvoir se réfléchir dans une tension entre l'analyse de l'implication et cette totalité narcissique qui est un obstacle parfois à la compréhension de l'autre et donc au changement de la démarche scientifique portée par une perspective décoloniale. Et avec tout ce danger dans cette totalité narcissique, tout ce danger de répondre ou pas à l'exotisme. Comme j'en discutais avec Diara qui est partie là, mais qui est une collègue, comment je fais pour ne pas répondre à la demande de l'exotisme? C'est ça le problème. Pour moi, il est là la question du décolonial. C'est que donner des récits, parce qu'on nous demande d'en faire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on parlait tout à l'heure, Julie l'évoquait très bien, de cette question de qu'est-ce que je décide de garder ou pas. Et là, on a affaire vraiment à cette articulation complexe de la subjectivité du chercheur, de la chercheure. Qu'est-ce que je me... Sans produire forcément justement quelque chose de narcissique, qu'est-ce que je me dois ou pas de dire ou de ne pas dire, sans fausser le discours de l'autre, et tout en réfléchissant à est-ce que je donne à cet exotisme voulu
ou pas. Moi, j'ai toujours des questions que je me pose quand on fait venir dans les classes des personnes pour montrer leurs pratiques culturelles, en disant que voilà, je fais des pratiques décoloniales. Donc, il y a une question à se poser par rapport à ça. Donc voilà, je termine.